Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième module de formation sur la thématique cancer et travail. On laisse les participants se connecter tranquillement. En attendant, je fais toujours un petit rappel des modalités et informations concernant la session webinaire. Donc, c'est une session qui durera 1h30 jusqu'à 14h. Juste un rappel sur les paramétrages Teams en format webinaire. Vous avez votre micro et caméra coupés. Pour poser vos questions, ça sera dans l'onglet Conversation ou Q et R. Je prendrai le temps de regarder les questions et de les transférer aux intervenantes. Donc, il n'y aura pas de souci pour le relais des questions. Un rappel également sur l'enregistrement. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré et qui sera disponible en replay. Voilà pour les modalités. Je laisse la parole à Madame Virginie Gigonzac qui va faire une petite introduction euh, pour présenter un petit peu ce module 2. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer effectivement ce webinaire. Bon, il y a des gens qui vont arriver, mais on va quand même commencer comme ça. On commence vraiment. Donc, ce webinaire porte sur, voilà, l'idée c'est de vous sensibiliser sur des aides au repérage et à la déclaration d'un cancer d'origine professionnelle. Juste quelques éléments de contexte, du coup, pour vous dire voilà, quel contexte s'inscrit cette formation-là. Donc, c'est une formation qui est inscrite dans la feuille de route régionale de la stratégie 2022-2025 de la stratégie décennale de lutte contre les cancers. Donc, c'est une demande de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui nous a confié à l'Observatoire régional de la santé via le dispositif du Site Package. Je vais un peu plus vous expliquer qu'est-ce que c'est en détail. Et avec le DSRC en Copaca Corse, de développer une formation cancer et travail. Donc, avec l'objectif de sensibiliser sur deux grandes thématiques sur les cancers et le travail. Le premier, c'était sur le maintien en emploi et la prévention et l'insertion professionnelle des patients atteints d'un cancer. Donc ça a fait l'objet d'un module 1. Peut-être que vous avez déjà participé, enfin, vous avez participé en présentiel. Il a eu lieu en présentiel le 7 novembre. Et puis là, voilà, on est dans ce module 2 de cette formation cancer et travail où on va parler sur voilà, le repérage et la déclaration des cancers d'origine professionnelle. Donc voilà, c'est une sensibilisation pour vous apporter des aides concrètes aux professionnels de santé et aux professionnels des établissements en charge de traiter le cancer. Les objectifs pédagogiques de notre module aujourd'hui, c'est d'une part de parvenir à mieux repérer un cancer d'origine professionnelle, aussi d'améliorer l'accompagnement de votre patient dans la déclaration d'un cancer en maladie professionnelle, euh, et de savoir identifier les informations sur le maintien en emploi et les cancers d'origine professionnelle. Donc voilà, où trouver des informations sur ces thématiques-là. Voilà. Et de pouvoir aussi avoir des échanges avec les professionnels de la santé au travail qui sont ici présents. Donc, comment on va dérouler ce webinaire? Donc, on va vous faire un partage de connaissances. On se basera sur un cas clinique qu'on va dérouler, puis on fera des zooms sur nos propos, sur certains propos. On finira par nos messages clés de cette formation-là. Et puis, il y aura quelques quiz, voilà, pour rendre un peu interactif ce webinaire. Voilà, on vous demandera de répondre, si vous le souhaitez, bien sûr, à quelques questions très, très simples, oui ou non. Voilà, il y a un temps d'échange. Alors, on vous propose si vous avez des questions, comme l'a dit Milena au début, de poser vos questions à l'écrit sur l'onglet questions-réponses. Et puis, on répondra un peu au fil de l'eau sur certaines questions. Ou alors, on gardera de toute façon un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Juste, du coup, avant de commencer, on va toutes se présenter pour voir voilà, qui sont les intervenantes aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole aux intervenantes pour que chacune se présente et puis on va commencer. On va commencer par ordre alphabétique. Docteur Brun, si vous voulez commencer par vous présenter. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le docteur Brun Amandine. Je suis médecin du travail dans un service interentreprise dans le département du 04 et je suis aussi détachée pour le centre régional de pathologie professionnelle et environnementale de l'hôpital de la Timone et je fais donc des consultations à l'hôpital de Manosque, du coup, pour le CRPPE. Voilà. Bonjour, je suis Michel Sassano, donc je suis médecin conseil à la direction régionale du service médical
de l'assurance maladie pour la région PACA-Corse. Donc, je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec les prestations qui sont servies aux assurés sociaux. Et je siège au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont on va parler tout à l'heure. Et donc, moi, Virginie Gigonzac, je suis chargée d'études à l'Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en charge d'animer un dispositif qui s'appelle le CIST PACA qu'on va vous présenter, qui sera un peu un fil rouge parce que c'est une ressource pour vous pour trouver des informations sur les problématiques de santé au travail de vos patients, notamment sur les cancers et aussi sur le maintien en emploi. Mais voilà, on reviendra dessus. Et Milena. Bonjour à tous, Milena Moya, du coup chargée de formation au DSRC Oncopaca Corse en collaboration avec Virginie Gigonzac et l'ORS PACA sur cette formation. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Donc juste, voilà, là c'est pour vous montrer un peu voilà, toutes les personnes et les institutions qui ont participé au développement de cette formation-là. Voilà, je vais passer rapidement, mais voilà, on a mis en place notamment un groupe de travail avec qui on a développé voilà, le format et le contenu de ces formations-là. Avant de commencer aussi, voilà quelques éléments de contexte. Je souhaitais quand même vous dire quelques mots sur ce que c'est l'ORS PACA, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas cet observatoire. Donc, on fait partie des 18 observatoires régionaux de la santé en France. C'est une association de loi 1901 et notre principale mission, c'est d'aider à la décision à travers l'observation et la mise à disposition d'informations sur la santé de la population régionale. Donc, on est composé d'une équipe pluridisciplinaire de médecins, d'épidémiologistes, d'économistes, statisticiens, démographes ou encore sociologues. Et on est organisé en 3 grands axes. Le premier donc, porte sur les dispositifs d'observation de la santé des déterminants en région. Le deuxième porte aussi sur l'accompagnement et la formation des acteurs régionaux. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis ici aujourd'hui. Et le troisième qui est assez spécifique à l'ORS PACA, puisqu'on est associé à des équipes internes de recherche qui nous permet de faire des projets de recherche qui nous permet d'enrichir et de produire des connaissances sur les comportements de santé de la population et les pratiques des professionnels de santé. Voilà globalement. Et donc l'ORS anime un dispositif qui s'appelle le CIST PACA, pour Système d'information en santé, travail et environnement. C'est un dispositif qui existe depuis 2004, qui est financé actuellement par la DRETS PACA, donc qui est l'antenne régionale du ministère du Travail en région PACA, par l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIP, et également par l'Agence régionale de la santé. Donc, quelques mots sur les objectifs de ce dispositif. C'est un dispositif qui est destiné principalement aux professionnels de santé. D'une part, pour favoriser les échanges entre professionnels de santé et professionnels de la santé au travail, notamment à travers l'organisation et l'animation de formations et de séances d'information sur les thématiques en santé-travail. Deuxième grand objectif, c'est aussi de sensibiliser ces professionnels sur les problématiques de santé au travail de leurs patients et notamment sur les questions de maladies professionnelles, sur la déclaration de maladies professionnelles. Et troisième grand objectif, c'est de sensibiliser sur les questions de reprise du travail lorsqu'il y a une problématique de santé de leurs patients, voilà, sur toute la thématique maintien en emploi et prévention à la désinsertion professionnelle. Voilà, donc ce dispositif, c'est aussi un site ressource sur la santé au travail. Donc, je vous montrerai un peu comment utiliser ce site internet pour trouver des réponses à vos questionnements sur les cancers et travail, mais aussi sur maintien en emploi aussi. Voilà, là, je vous ai mis quelques liens. Vous aurez le support de formation si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà, bleu. Hop. Je vais passer la parole juste pour finaliser un peu qu'est-ce que le DSRC. Oui. Alors, un bref rappel, parce je pense qu'il y a la plupart d'entre vous qui avaient déjà suivi aussi la première session. Un rappel sur les missions des DSRC, donc déjà pour l'aspect réglementaire, depuis 2021, les DSRC, enfin l'appellation DSRC est récente, du coup, puisqu'avant on s'appelait réseau régionaux de cancérologie, et c'est depuis 2021 que nous nous appelons DSRC, cette nouvelle identité.
Et au niveau des missions, alors on a quatre axes principaux de nos missions. Contribuer à la coordination de l'organisation régionale en cancérologie et à sa lisibilité, promouvoir la qualité et la sécurité de traitement des patients atteints de cancer, développer l'expertise et l'expérimentation de projets communs innovants et accompagner les évolutions de l'offre des soins. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, excusez-moi, contribuer à l'information et la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le parcours de santé en cancérologie. Et un bref rappel également aussi sur le fait que le DSRC n'est pas un dispositif de prise en charge des patients. Voilà pour moi. Voilà, là, on vous a mis, on vous la remettra. C'est une fiche qu'on a créée ensemble, l'ORS PACA via le site PACA avec un groupe PACA Corse maintenant. C'est une fiche pratique qui résume un peu tout ce qu'on va aborder aujourd'hui sur les cancers d'origine professionnelle. Donc, pourquoi rechercher, comment rechercher, quand, les différents principaux agents cancérogènes, etc. Et que faire en cas de suspicion de cancer d'origine professionnelle. Donc, c'est une fiche qui est accessible sur le site de groupe PACA Corse, mais aussi sur le site du site PACA. Voilà, et on reviendra dessus à la fin. Juste avant de commencer, voilà quelques notions, parce que des fois on va un peu vite. Donc MP, on parle de maladies professionnelles. CRPPE, comme vous l'a dit Dr Brun, c'est le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. On y reviendra aussi dessus, on vous expliquera qu'est-ce que c'est en détail. Et pareil, sur les C2RMP, on vous en parlera. C'est le Centre régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, donc on va commencer vraiment notre webinaire sur cette thématique-là. Donc tout d'abord, pourquoi vous sensibiliser au repérage et à l'accompagnement d'un patient dans la déclaration d'un cancer d'origine professionnelle? Quelques éléments chiffrés pour vous illustrer cette thématique et cette problématique. Donc en France, il y a une importante sous-déclaration des cancers en maladie professionnelle, ce qui engendre une sous-reconnaissance et une sous-indemnisation des patients. Donc en France, on a à peu près 400 000 nouveaux cas de cancer par an, avec ce qui équivaut à peu près à 1000 nouveaux diagnostics par jour en France par an. Il a été estimé qu'entre 4 et 8,5% de ces cancers seraient attribuables à des expositions professionnelles, ce qui équivaut entre 15 000 et 33 000 nouveaux cas de cancer par an, qui seraient du coup attribuables à des expositions professionnelles. Et il y a seulement 1800 cancers qui sont reconnus en maladie professionnelle par an. Et ce sont principalement des cancers liés à l'amiante. Donc voilà, très très peu de reconnaissance, de déclaration et de reconnaissance. Une autre notion à avoir qui me paraissait importante de vous en parler, c'est que tout ce qui est accident du travail et maladie professionnelle, donc AT-MP, elles sont indemnisées par la branche AT-MP de l'assurance maladie qui, elle, est financée par les entreprises, contrairement à la branche maladie de l'assurance maladie qui, elle, est financée par les salariés, par nous tous. Et le coût estimé du coup de cette sous-estimation des cancers professionnels en 2020, puisque voilà, il y a des rapports tous les 2-3 ans qui calculent ce coût de cette sous-estimation, elle équivaut pour les cancers entre 384 et 612 millions d'euros, qui est du coup pris en charge par la branche maladie au lieu de la branche AT-MP. Et à noter aussi que la branche AT-MP est la seule branche de l'assurance maladie qui est excédentaire. Autre point aussi pour vous illustrer cette problématique, donc, à travers une enquête qui menait, c'est une enquête SUMER qui a montré que plus d'un salarié sur 10 avait été exposé à au moins un agent chimique cancérogène dans le cadre de leur travail, ce qui équivaut à peu près 2,5 millions de salariés en France et qui concerne principalement des ouvriers et des hommes. Donc, pourquoi cette sous-estimation? Pour plusieurs raisons. D'une part, du fait qu'il y a une méconnaissance de ce système de reconnaissance à la fois par le patient mais aussi par les professionnels de soins. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Également, des difficultés à faire un lien entre une pathologie et une activité professionnelle, notamment sur les cancers. Il y a un délai de latence qui peut être très long entre l'exposition et la maladie. Il y a des changements de poste qui sont en plus de plus en plus fréquents de métier. Donc, ça peut être difficile de dresser un historique professionnel du patient avec la justification de ces expositions professionnelles. Les démarches administratives aussi peuvent être parfois longues et complexes. Et aussi la crainte du patient, des fois, par rapport à son employeur actuel, mais aussi passé. Donc voilà, c'est important d'informer les patients, mais aussi de former, de sensibiliser les soignants, les acteurs sociaux dans l'accompagnement des patients dans cette démarche-là. Les intérêts dans cette déclaration, elles sont doubles, à la fois pour le patient et à la fois pour la société.
Donc pour le patient, ça permet d'avoir une reconnaissance de son préjudice subi, donc à la fois social et une reconnaissance sociale, mais aussi financière, puisqu'il y a une prise en charge des frais médicaux et des indemnités journalières qui sont majorées par rapport à la prise en charge maladie. Lorsque la maladie est consolidée, il y a une rente ou un capital pour le salarié ou ses ayants droit si le patient si le patient est décédé malheureusement. Et il peut avoir aussi un système de retraite anticipée, voilà, pour les personnes qui se rapprochent de la retraite. Pour la société, comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est le coût qui est imputé à la branche AT-MP qui est financée par les entreprises, normalement qui paye du coup ces maladies professionnelles et non pas la branche maladie qui est financée par les salariés. Ça permet implicitement de faire avancer la prévention d'entreprise, puisque les entreprises, plus elles ont des maladies professionnelles, accidents du travail, plus elles vont cotiser à cette branche AT-MP. Donc voilà, l'objectif de ces entreprises, c'est d'avoir moins de cotisations, donc voilà, d'améliorer la prévention d'entreprise. Et ça permet de faire évoluer les tableaux de maladies professionnelles. Donc ça, on va vous expliquer un peu le fonctionnement de ces tableaux-là. Voilà globalement les intérêts. Et voilà, là, du coup, je vais passer la parole à notre médecin du travail qui va vous présenter voilà, les principaux types d'agents cancérogènes et les secteurs d'activité les particulièrement plus à risque dans le développement de ces cancers-là. Voilà, je vous laisse la parole, du coup, docteur. Merci Virginie. Donc, parmi les agents cancérogènes qu'on connaît le mieux et qui sont les mieux documentés, bon, on va retrouver évidemment l'amiante, qui rentre dans le cadre du tableau de maladie professionnelle numéro 30, donc qui va entraîner notamment des cancers pulmonaires, des cancers de la plèvre, les mésothéliums, mais aussi depuis peu en fait une reconnaissance pour ce qui est les cancers du larynx et des ovaires. Donc il faut savoir que malgré la réglementation qui entoure l'utilisation de l'amiante, on peut encore en trouver dans beaucoup de matériaux, dans le secteur du bâtiment notamment. Donc on va dire que les opérateurs de ce secteur professionnel, tels que des électriciens ou tout type de travaux qui peuvent générer l'exposition à des poussières, peuvent du coup relever d'une exposition avérée à l'amiante. Donc même si réglementairement c'est interdit, on peut encore en trouver à ce jour. En autre agent cancérogène, on peut aussi trouver par exemple des poussières de bois qui entrent dans le cadre de la maladie professionnelle numéro 47 et qui peuvent donc donner des cancers des fosses nasales. On a aussi divers hydrocarbures hein, tels que le benzène ou plus récemment le 1,3-butadiène qui concernent essentiellement les travaux de raffinage et qui entraînent du coup des leucémies principalement. On a aussi depuis peu un nouveau tableau de maladies professionnelles, c'est le numéro 101 qui lui concerne un solvant qui a été très utilisé par le passé, c'est le trichloroéthylène qui est normalement désormais interdit et qui était utilisé en tant que nettoyant par exemple des pièces métalliques, donc qui peut concerner notamment des mécaniciens qui auraient pu exercer plusieurs années auparavant. Et donc ce solvant-là, le trichloroéthylène, a été reconnu comme générateur de cancer du rein. Donc vous constatez que les agents cancérogènes que je vous ai énumérés sont principalement des agents chimiques du secteur du BTP et de l'industrie, mais évidemment il y en a d'autres et je vais vous parler notamment des agents cancérogènes physiques que sont par exemple les rayonnements ionisants qui eux peuvent donner des leucémies, des sarcomes ou des cancers pulmonaires, mais étant donné qu'il y a un cadre réglementaire strict concernant leur manipulation, de ce fait, ce sont des pathologies cancéreuses qui sont moins courantes en termes de déclaration de maladie professionnelle. Donc, il faut noter qu'il existe des agents reconnus comme cancérogènes, mais qui à ce jour ne sont pas intégrés dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc, ça va être aussi l'intérêt de ce webinaire. Donc, en fait, je vous donne un exemple, c'est celui de la silice cristalline, qui est reconnue depuis 2021 par l'Agence européenne comme étant un agent cancérogène. Mais à ce jour, en fait, le tableau de maladie professionnelle numéro 25 spécifique à la silice cristalline ne mentionne pas le cancer pulmonaire en tant que tel, sauf s'il est intégré dans le cas d'une fibrose pulmonaire pouvant entraîner un cancer pulmonaire.
Il est important d'en parler de la silice cristalline parce que elle est très souvent présente en fait dans tout ce qui est opération de travaux de la pierre qui génèrent des poussières et les salariés, très souvent du secteur du BTP, ne se protègent pas les voies respiratoires quand ils effectuent ces travaux-là. Voilà pour cette diapo. Donc, comme vous pouvez le constater sur ces camemberts, la plupart des cancers qui y sont mentionnés sont attribuables à une origine non professionnelle, hormis pour le mésothéliome. Parce que l'amiante, comme on l'a dit, est un agent cancérogène qui est bien documenté, bien tracé, donc ça pose pas de problème. Sauf qu'il est important qu'à chaque diagnostic de pathologie cancéreuse, on se pose la question de la fraction attribuable à une éventuelle origine professionnelle. Exemple donné pour le cancer de la vessie, donc le 3e camembert, qu'on attribue très généralement, au tabagisme. Sauf qu'il faut savoir que ce cancer, il s'intègre dans le tableau des maladies professionnelles numéro 15 en cas d'exposition professionnelle à des amines aromatiques. Les amines aromatiques, en fait, c'est des agents chimiques qu'on retrouve, dans plusieurs types de secteurs professionnels, notamment la fabrication des colorants, mais aussi dans le secteur de la plasturgie parce que ce sont des durcisseurs qui sont, très couramment, utilisés. Voilà pour l'explication de la diapo. Merci, docteur Brun. Voilà, là, c'était pour vous montrer un peu effectivement la part estimée de la fraction attribuable de certains cancers, la part attribuable à des expositions professionnelles. Voilà. Donc ensuite, on va aller un peu plus dans le détail et vous apporter des actes un peu concrets sur, voilà, d'une part, comment rechercher et puis après, comment accompagner votre patient dans la déclaration de maladie professionnelle. Et pour cela, on va se baser sur un cas concret. Et, on va partir de ce cas et puis on va illustrer nos propos. Voilà, donc comment rechercher l'origine professionnelle d'un cancer? Donc voilà, notre petit cas, donc on va partir d'un monsieur V qui a 67 ans, donc il est à la retraite, il est fumeur. Le 15 octobre 2023, le diagnostic de cancer primitif de la vessie est tombé pour ce monsieur à la suite d'un examen cytopathologique réalisé le 7 octobre 2023. Donc là, on voulait vous poser une question, donc un petit sondage. Face à un diagnostic de cancer d'un patient, est-ce que vous posez de façon systématique des questions sur le travail actuel ou passé de votre patient? Donc voilà, on va vous envoyer juste une petite question pour voilà, sonder un peu si vous intégrez cette question de travail. Je l'ai pas. Tout le monde a bien, oui, je vois que tout le monde arrive à cliquer, du coup, donc parfait. Ah, les résultats sont plutôt positifs. Ah bah oui, c'est bien. On a un public sensibilisé. Parfait. Ok. Bon, bah merci. Bon, bah c'est bien. Si vous intégrez, c'est parfait. Si vous intégrez la question du travail, il y a une question. On a des questions, effectivement. Alors, hop. Bon, nous avons une main levée de... Hop. Si vous avez des questions, Magali, Madame Martin, oui, si vous avez des questions, nous invitons à la poser dans la conversation, dans le chat prévu, s'il vous plaît. Vous n'avez pas accès à votre micro. Merci. On continue? Oui. On va continuer en attendant la question. Donc voilà, quand rechercher l'origine professionnelle d'un cancer, donc dès que possible, à partir du diagnostic de cancer, posez des questions à votre patient, que vous soyez bien sûr médecin, oncologue ou même infirmier ou assistant, voilà, posez des questions sur voilà, dès qu'il y a un diagnostic de cancer qui tombe pour un patient. Comment rechercher? Ça paraît assez logique, interroger le patient. Donc, bien interroger le patient sur ses activités d'exposition professionnelle actuelles, mais aussi passées. Donc, voilà, cette période, ces activités d'exposition. Est-ce qu'il existe des cas déjà de cancer du même type parmi ses collègues de travail, ses anciens collègues de travail? Poser des questions aussi sur ses conditions de travail réelles. Effectivement, est-ce qu'il se protège ou pas pour certaines expositions?
Euh, voilà, donc qui soient en activité, mais qui soient aussi à la retraite. Donc voilà, c'est important de poser des questions, et notamment sur le cancer. Il y a un délai de latence qui est long, et du coup, effectivement, en général, ça concerne des retraités. N'hésitez pas à interroger aussi en utilisant des exemples, et aussi à poser une question qui est importante. Est-ce qu'il a, ce patient, donc un document qui lui a été remis et qui signale une ou plusieurs expositions à risque professionnel? Donc, ce sont des attestations d'exposition ou de fiches de prévention des expositions que le médecin du travail lui remet lorsque voilà, il y a certaines expositions à des agents cancérogènes. Est-ce que vous voulez compléter, docteur Brun, sur ce point-là? Oui, éventuellement, du coup, je peux vous évoquer que depuis la dernière loi sur la santé au travail en 2021, il a été intégré en fait une visite médicale avant le départ à la retraite des salariés, qui relève d'un suivi médical renforcé. Et du coup, dès que le salarié part à la retraite, en fait, on lui remet une attestation d'exposition de tous les agents potentiellement cancérogènes auxquels il a été exposé. Et on remet en fait, donc ça fait office d'état des lieux de toutes les expositions, et on remet un courrier à destination du médecin traitant pour le suivi post-professionnel, c'est-à-dire pour tel type d'agent, quel suivi, quelle modalité de suivi post-professionnel le salarié devra faire en termes de fréquence d'examen complémentaire ou de type d'examen complémentaire. Voilà, là, c'est des exemples de questions à poser. Donc, voilà, je vais peut-être pas toutes les citer, mais on leur vous a mis quelques questions. Quel métier avez-vous exercé? Avez-vous été exposé à des produits chimiques? Avez-vous respiré des poussières de bois, des vapeurs fumées de bois, de soudure, d'huile? Avez-vous été exposé à des rayonnements, etc.? Lors de la visite auprès de la médecine du travail, vous a-t-on parlé d'un risque de cancer? Donc ça, ce sont des questions. Je vais vous montrer, du coup, j'en profite pour vous montrer le site du CIST PACA. C'est, voilà, donc, donc, comme je vous le disais, c'est un site ressource pour trouver des réponses à des questionnements ou des informations à des questionnements sur la santé au travail de votre patient. Et, euh, et donc voilà, pour accéder à ce site, vous tapez juste CIST PACA sur votre navigateur Internet. Et là, vous avez des fiches par pathologie. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui, donc vous allez à conduite à tenir, ce sont des fiches qui sont destinées aux professionnels de santé. Et donc, sur les cancers, vous tapez cancer. Et puis là, voilà, il y a une première page sur, assez généraliste, et comment repérer l'origine professionnelle, avec notamment voilà, certaines informations sur les secteurs d'activité et métiers qui peuvent être le plus concernés, et notamment voilà, des exemples de questions à poser à votre patient. Voilà, donc ça, c'est des informations si vous voulez aller plus loin, et puis on reverra ensemble, mais voilà, il y a des fiches par localisation de cancer aussi. Donc, je vais revenir sur mon petit diapo. Si je l'ai. Voilà, et donc aussi, donc effectivement, si c'est trop compliqué, voilà, si c'est compliqué de faire une historique professionnelle, si voilà, le lien il n'est pas très simple à- à identifier, vous pouvez orienter votre patient vers des acteurs externes, donc soit le médecin du travail si le patient est toujours en activité, soit le CRPPE, c'est le Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales, si votre patient est retraité ou s'il n'est pas suivi, s'il est inactif. Voilà, s'il n'est pas suivi par un médecin du travail. Le médecin du travail peut aussi, pour des cas très complexes ou des besoins d'analyse, réorienter votre patient vers ce CRPPE. Là, on va vous détailler un peu, voilà, je vais repasser la parole au médecin du travail qui va vous expliquer un peu les apports du médecin du travail dans ce cadre-là. Oui, donc tout à fait. Donc comme disait Madame Gigonzac, donc quand le patient est toujours en activité, donc effectivement, il est important de l'orienter vers son médecin du travail. En sachant que quand le salarié est en poste à un instant T dans une entreprise, le médecin du travail a normalement toutes les informations en termes des expositions professionnelles. Il se peut que le salarié ait exercé auparavant dans un autre département, du coup dans un autre service de santé au travail, mais ça, le salarié a toujours la possibilité de demander son dossier médical, de le transférer pour que le médecin du travail actuel puisse vraiment, recenser, toutes ses expositions depuis le début de sa carrière. C'est chronophage, ça prend du temps, mais c'est nécessaire quand un diagnostic, de cancer est posé. Donc ça, c'est dans la situation la plus simple, on va dire. Hem,
Par contre, du coup, quand le salarié est retraité, à ce moment-là, étant donné qu'il est plus salarié, qu'il a plus de médecin du travail, il ne faut pas hésiter à l'orienter donc vers, le centre régional de pathologie professionnelle et environnementale qui, est basé en fait à l'hôpital de la Timone, mais qui a des antennes déployées en région depuis peu. Il y en a une à l'hôpital de Toulon et une à l'hôpital de Manosque. Du coup, moi-même, je fais les consultations et en fait, l'intérêt de ces consultations-là, ça peut être, en appui justement à des demandes de confrères médecins du travail sur des avis d'aptitude ou pas, aussi sur des déclarations de maladies professionnelles, et aussi du coup pour, eh bien les patients retraités, de faire un petit peu un point, de faire de la recherche bibliographique sur, la pathologie et l'éventuel, lien avec, les expositions professionnelles. Donc soit le dossier est simple, les expositions sont bien tracées, ça rentre dans le cadre d'un tableau de maladie professionnelle, on peut aider le patient à faire sa déclaration de maladie professionnelle. Soit c'est un peu plus complexe, et à ce moment-là, on peut l'aider dans tous les cas à faire une demande de reconnaissance, en maladie à caractère professionnel, donc via, le C2RMP, dont, ma consoeur reparlera de façon un peu plus, détaillée, plus tard. Voilà. Merci. Et juste pour vous donner, voilà, où trouver ces coordonnées, donc à la fois pour le CRPPE, mais aussi pour les services de santé au travail. Vous avez dans le Siste PACA un annuaire qui réunit donc en région PACA les coordonnées des services de prévention et de santé au travail interentreprise par département. Et vous avez du coup les coordonnées du CRPPE, pour l'instant qu'à la Timone, mais on va rajouter du coup les antennes départementales qui sont aussi disponibles. Donc, on revient sur notre cas. Notre monsieur, donc vous l'interrogez sur ses activités passées. Monsieur V a travaillé plusieurs années dans l'industrie chimique et notamment dans la fabrication des colorants. Donc, est-ce qu'il existe pour un risque de cancer de la vessie décrit pour ces travaux? Donc, comment rechercher, en fait, comment avoir l'information de est-ce qu'il existe ou pas un risque? Donc là, on va vous parler, avant de vous montrer où trouver l'information, on va vous parler donc, des systèmes de tableaux de maladies professionnelles qui existent en France. Et là, je vais passer la parole du coup au docteur Sassano qui va vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement de ces tableaux. Oui, merci Virginie. Donc en fait, là, vous avez la structure type d'un tableau, sachant qu'ils sont tous bâtis sur le même modèle. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir ces trois colonnes. La colonne donc de gauche avec la désignation des maladies. Donc c'est là que vont se trouver donc soit, enfin le plus souvent des pathologies, mais ça peut être également des symptômes pour quelques maladies, quelques tableaux bien ciblés, mais ce sont essentiellement des pathologies. Donc c'est là, par exemple, vous allez trouver le mésothélium, le cancer bronchopulmonaire, le cancer de varicose. Donc là, vous allez trouver toujours la pathologie. Donc c'est ce tableau-là qui va faire l'objet d'une instruction par le service médical de l'assurance maladie, cette partie-là du tableau, pardon, où le service médical va s'attacher à confirmer, à rechercher ce qui a permis de confirmer le diagnostic. Ensuite, vous avez cette colonne de droite, liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, où là, vous allez avoir des listes qui doivent être limitatives et d'autres listes qui vont être indicatives. On verra un exemple un petit peu plus loin. Et donc là, c'est la colonne qui va concerner la caisse primaire, le service administratif de la caisse primaire et les agents enquêteurs assermentés de cette caisse primaire. Et donc, ces agents assermentés vont s'attacher à retrouver en fait des expositions parmi le parcours de l'assuré du patient, vont s'attacher à retrouver les expositions qui sont citées dans cette liste limitative ou indicative. Et ensuite, la colonne du milieu, où il va y avoir donc deux délais importants. On verra l'exemple plus tard. Donc, le premier délai, ça va être le délai de prise en charge, donc le délai maximum entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé. Et ensuite, il y a un deuxième délai qui peut figurer dans le tableau, mais de façon, on va dire, un petit peu optionnelle. Il n'est pas dans tous les tableaux. C'est la durée d'exposition minimale. S'il peut y avoir des tableaux où on requiert au minimum, par exemple, 5 ans d'exposition au toxique qui est cité dans le tableau, et d'autres où ce critère-là peut ne pas être présent. Donc là, ça va varier d'un tableau à l'autre. Mais vous allez toujours retrouver donc, la même structuration dans les tableaux, sachant que si tous les critères du tableau, c'est-à-dire les critères des trois colonnes, sont remplis,
on va considérer qu'il y a une présomption d'origine et donc la maladie professionnelle va être reconnue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne va pas prendre en compte les autres critères, c'est-à-dire on ne va pas prendre en compte les expositions extra-professionnelles que pourrait avoir votre patient. Donc, vous voyez que c'est un système qui est très favorable aux patients, aux assurés, puisque s'ils rentrent dans les critères de ce tableau, on ne va pas chercher et regarder autre chose, d'autres facteurs de risque. Virginie. Merci Michel. Du coup, pour trouver des informations, donc, je vais vous montrer donc, notamment le site du CIFTE PACA, il y a le site de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, qui regroupe tous les tableaux de maladies professionnelles en France, qui existent en France. Donc voilà, c'est pour vous montrer effectivement, lorsque vous avez un patient, une situation de travail de votre patient, comment rechercher ce risque. Voilà, donc vous pouvez utiliser le site du CIFTE PACA, je vais vous montrer comment, où on a créé des fiches par localisation de cancer. Alors, ce n'est pas encore exhaustif, mais on a privilégié les localisations de cancer où il existe pour l'instant des tableaux de maladies professionnelles. Et donc, pour notre cas, ce qui concerne un cancer des voies urinaires, donc là, on a simplifié les tableaux de maladies professionnelles pour accéder à une information, voilà, est-ce qu'il existe ou pas un risque pour cette pathologie et pour la situation de travail de votre patient. Donc là, par exemple, voilà, ça vous permet de voir, en fonction de la situation de travail de votre patient, son exposition à risque et est-ce qu'il existe ou pas un système de réparation de tableau de maladies professionnelles. Là, vous pouvez cliquer, vous allez avoir accès au tableau. Donc là, vous voyez qu'effectivement, l'utilisation de colorants expose à des amines aromatiques qui sont à risque de développer un cancer de la vessie. Et donc, le tableau TRG 15TER, le voici, pour vous montrer effectivement et pour illustrer les propos du docteur Sassano. Voilà, c'est toujours le même format. Alors, juste pour préciser, du coup, Virginie, sur cette Oui. colonne de gauche dont je vous parlais, donc la désignation des maladies, vous voyez qu'elle a donc pour le cancer de vessie, donc il est précisé que ça doit être confirmé, le diagnostic doit être confirmé par un examen histopathologique ou cytopathologique. Ça va toujours être le cas pour les cancers. Pour les cancers, il y aura toujours besoin d'une confirmation par un examen, soit parce que c'est explicitement écrit dans le tableau, comme c'est le cas dans ce tableau 15 de terre, soit parce qu'implicitement, on a besoin d'un examen pour confirmer le diagnostic. Et dans d'autres tableaux, ça pourra ne pas être marqué, mais bon, il n'y a pas d'autre moyen de confirmer le diagnostic que d'avoir fait des examens. Donc, nous, en pratique, quand on va réclamer ces examens à votre patient, le service médical va lui envoyer un courrier en lui indiquant les examens qui sont nécessaires. Donc là, pour celui-là, on lui indiquerait qu'on a besoin donc du coup les résultats de l'anatomopathologie. Mais en général, ce qui est le plus facile aussi, c'est quand les patients nous envoient en fait les comptes rendus de RCP qui sont en général complets et où on va tout retrouver, notamment l'anapath. Donc voilà, donc ça illustre. Pour la colonne du milieu, vous voyez ce que je vous disais, c'est que donc le premier chiffre, les 30 ans, donc ça va toujours y être. Donc là, pour ce tableau, c'est 30 ans, mais il peut y avoir des tableaux où c'est beaucoup moins. Notamment si vous prenez un syndrome du canal carpien, ça va être que 30 jours. Voilà. Mais pour les cancers, ça va toujours être des durées assez longues, donc de l'ordre de 30 ans pour celui-là. Et vous voyez qu'entre parenthèses, il y a noté sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Donc parce que là, il y a une durée minimale requise, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de tous les tableaux. Quand il faut une exposition minimale, c'est noté dans cette colonne-là. La colonne de droite, donc vous voyez que là, c'est une liste indicative des principaux travaux, ce qui veut dire que pour l'agent assermenté de la caisse primaire, on lui donne des exemples en fait de travaux qui ont pu être exposés. Mais lui, ce qu'il va s'attacher à faire, comme c'est une liste indicative, c'est de retrouver vraiment de façon précise toutes les amines aromatiques qui sont citées dans le titre du tableau. Vous voyez que dans le titre du tableau, donc au-dessus, dans la partie orange, vous avez liaison proliférative et donc là, vous avez après toutes les numérations des amines aromatiques. Et donc, l'agent assermenté, il va vraiment interroger les parties, c'est-à-dire le patient et les employeurs chez qui il a travaillé, pour essayer de retrouver ces amines aromatiques qui sont citées dans le titre de ce tableau. Lorsque ce sont des listes limitatives et pas des listes indicatives,
là, en fait, l'agent assermenté va s'attacher à retrouver un des travaux, une des expositions qui sont citées dans cette liste limitative. Merci Michel. Merci Michel pour ces précisions. Du coup, on revient sur notre petit cas clinique. Donc, il existe effectivement un tableau de maladie professionnelle qui correspond aux critères du tableau TRG-Cancer. Donc là, vous conseillez à M. Vier de déclarer son cancer de la vessie en maladie professionnelle. Mais comment l'accompagner, comment aider son patient dans cette déclaration-là? Donc là, tout d'abord, c'est d'informer votre patient sur les différentes démarches à faire, donc à la fois sur le rôle du médecin et à la fois sur le rôle du patient. Michel, tu veux parler ou je... Oui, Ouais. alors, Voilà, je te laisse. Voilà, certificat médical initial. Donc là, il est rempli par n'importe quel médecin, hein. Ça peut être aussi bien le médecin traitant que le médecin spécialiste. Ça pourrait mettre un médecin du travail. Donc là, c'est le médecin qui remplit le certificat et qui le fait parvenir donc à la caisse primaire. Bien sûr, la voie, on va dire la voie électronique est à privilégier lorsque cela est possible, parce que bien sûr, ça va plus vite. Mais par contre, il faut aussi informer votre patient si vous remettez le certificat, lui remettez le certificat initial, qui doit lui également remplir un formulaire de demande de déclaration de maladie professionnelle. Parce que sans ce formulaire, l'instruction ne pourra pas démarrer. Donc, si la caisse primaire reçoit un certificat initial et ne reçoit rien d'autre, elle va écrire à votre patient lui disant qu'il faut également qu'il fournisse une déclaration de maladie professionnelle, et donc il va trouver le modèle à CNSERFA, il va le retrouver sur le site amélie.fr et le remplir. Quand la caisse primaire lui écrit parce qu'il n'a pas envoyé, très souvent, elle lui envoie également un formulaire papier pour qu'il puisse le remplir. Et également, donc, il y a cet examen complémentaire là, dont je vous parlais tout à l'heure pour le cancer. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la NAPAT. Et donc là, il va falloir également que le patient fournisse cet examen complémentaire. Soit il le fournit, il y a des patients qui sont très bien renseignés et qui vont dans un seul envoi, en fait, tout envoyer, le certificat initial, la déclaration, plus les examens. Et à ce moment-là, l'instruction démarre dès la réception de tous ces documents. S'il manque le formulaire ou s'il manque les examens complémentaires, à ce moment-là, on va lui écrire pour lui dire, voilà, on a reçu votre certificat initial, mais il nous faudrait également ce document-là ou ces documents-là pour pouvoir instruire votre demande. Voilà. Mais il faut retenir que c'est toujours en fait le patient qui décide de déclarer sa maladie professionnelle, puisque c'est lui en fait qui va remplir cette déclaration de maladie professionnelle et nous la faire parvenir. Donc c'est bien lui qui a l'origine de la demande. Donc là, vous avez un exemple. Oui. Donc, vous avez un exemple dans nos certificats initial, donc sous sa forme papier, on va dire. Donc, vous voyez, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais ce qui est important, c'est retenir cette date de première consultation médicale. Alors, c'est le premier surlignage là en jaune. Vous voyez, on inscrit la date de première consultation médicale et ensuite l'élément qui a permis de la justifier. Cette date, elle est très importante en fait, parce que c'est par rapport à cette date-là qu'on va pouvoir calculer le délai de prise en charge dont je vous parlais tout à l'heure et qui figurait dans la colonne du milieu du tableau. Vous avez vous rappelé, c'était 30 ans pour le cancer de la vessie. Donc, ces 30 ans vont être calculés donc, entre le dernier jour où le patient a été exposé donc là, aux amines aromatiques pour ce tableau-là et cette fameuse date de première consultation médicale. Donc, elle a vraiment son importance et ça correspond vraiment en fait au moment, à la date la plus ancienne pour laquelle l'assuré a eu un geste médical. Alors, ça peut être une consultation généraliste pour les premiers symptômes, ça peut être la première échographie qu'il a passée pour tout à fait autre chose et finalement on se rend compte qu'il y avait des signes de cancer. Voilà. Donc, vraiment la date la plus ancienne qui fait référence en fait à la pathologie qui est demandée. Ensuite, donc, vous avez la partie là où il y a noté constatation détaillée, où là, vous allez simplement poser le diagnostic de la pathologie que vous souhaitez voir instruite en maladie professionnelle. Donc là, on nous dit que la latéralité, mais bon, pour les cancers, c'est sans objet. Et à noter que s'il y a un arrêt de travail, donc il est prescrit sur un autre formulaire et pas celui-ci. Celui-ci, il est vraiment spécifique pour demander la reconnaissance
dans le cas qui nous occupe de la maladie professionnelle. Donc là, c'est la même chose, mais pour la déclaration de maladie professionnelle. Donc là, c'est l'imprimé que doit remplir votre patient. Donc, vous voyez que ce qui est important là-dedans et qui va servir à la caisse primaire, c'est qu'on va lui demander en fait les emplois occupés et les employeurs en fait chez qui il a travaillé. Parce que la caisse primaire, une fois qu'elle va avoir la date de première prestation médicale qui va lui être fournie, en fait, elle va s'adresser à l'employeur chez qui le patient a été avant cette date de première constatation. Donc, vous voyez que c'est important pour la caisse primaire de savoir où le patient a travaillé pour s'adresser en fait au bon employeur. Ce qui est important aussi à savoir, il faut que cette déclaration soit signée par l'assuré lui-même ou son ayant droit, si c'est l'ayant droit qui ont fait la demande. Voilà, mais elle ne doit pas être signée par le médecin. Hein, c'est l'assuré qui remplit cet imprimé ou qui se fait aider, mais en tout cas qui le signe dans tous les cas, hein, ce qui montre bien que c'est une démarche volontaire de sa part de vouloir faire reconnaître cette maladie en maladie professionnelle. Mince, oula, je me suis trompée. Je suis allée trop vite. Hop, voilà, on est là. Tac. Voilà, et quelques mises en garde aussi, peut-être, Michel, si tu veux dire quelques mots, je te laisse continuer. Vous avez vu que tout à l'heure, il y avait un pavé donc, dans lequel vous mettiez donc, le diagnostic. Simplement pour vous signaler que ce certificat initial, quand il sera reçu par la caisse primaire et dès que le dossier sera complet, en fait, va être envoyé à l'employeur qui était concerné, donc c'est-à-dire le dernier employeur avant la date de première prestation médicale. Hein, donc attention à inscrire sur ce certificat uniquement la pathologie que vous souhaitez faire reconnaître et pas d'autres choses qui n'auraient rien à voir. Hein, je donne toujours l'exemple, alors là pour le cancer c'est un peu moins vrai, mais si voilà, pour le cancer, vous pourriez, si vous déclarez pour un cancer de la vessie, voilà, il n'est pas utile de dire que c'est un cancer de la vessie chez une personne diabétique par exemple, ou chez une personne, voilà, de parler d'autres pathologies qui ne feraient pas l'objet de la demande. Hein, tout ça parce que, voilà, ayez en tête que ce certificat il va être communiqué à l'employeur. La constatation médicale, il faut qu'elle soit factuelle. Hein, voilà, vous mettez le diagnostic tel qu'il a été confirmé, hein, puisque nous, après, on va demander les justificatifs par rapport à ce diagnostic-là. Donc, voilà, il ne faut pas le demander trop tôt, parce que si vous n'avez pas encore la confirmation, si c'est simplement une suspicion et qu'ensuite, ce n'est pas confirmé, ça va déjà faire beaucoup de démarches à votre patient pour pas grand-chose. Donc, vous attendez que le diagnostic soit confirmé et ensuite, vous remplissez le certificat initial, sachant que de toute façon, nous, on pourra toujours remonter, s'il y a eu des prestations avant, on pourra toujours remonter à 2 ans, 2 ans avant la réception de la déclaration. Donc, vous voyez que vous avez du temps. Ce n'est pas comme un accident de travail, là, il y a un petit peu de temps pour remplir les imprimés et faire la demande. Voilà. Et donc, bien informer votre patient que son dossier va être bien sûr étudié, hein, va être instruit par la caisse primaire et que ce ne sont pas toutes les demandes qui aboutissent à un accord. De manière à ce qu'il n'y ait pas, voilà, de déconvenu pour votre patient, qui ne vous reproche pas après si c'est refusé. Virginie, du coup, je crois que je te laisse la main là. Merci du tout. Oui, après. Ouais. Juste si vous voulez répondre, oui ou non. On vous laisse répondre. Oui. N'hésitez pas à donner votre réponse sur le petit quiz qui est lancé en direct. On va continuer. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de réactions. Bon, tant pis. Non, mais juste, oui, effectivement, c'est possible de déclarer son cancer en maladie professionnelle. Ça passera par un autre circuit que, pareil, je vais laisser Michel Sassano, du coup, vous dire. Ça va passer par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Voilà, exactement. Donc, en fait, le plus simple, c'est comme je disais tout à l'heure, quand toutes les conditions du tableau sont remplies et à ce moment-là, ça aboutit à une reconnaissance par la caisse primaire. Il peut y avoir également des rejets médicaux, hein, parce qu'il y a parfois des dossiers des demandes qui sont formulées
comme j'ai tout à l'heure, où en fait, avant que le diagnostic soit confirmé, et au final, après les examens sont négatifs, donc il y a quelques désaccords sur le diagnostic qui peuvent aboutir à des rejets, comme il peut y avoir aussi quelques désaccords quand ce sont des tableaux de maladies pousselles qui ont des conditions médicales du tableau, ce qui n'est pas le cas pour les tableaux pour les cancers. Donc ça, c'est pour quand la caisse primaire donne la décision. Ensuite, il y a un système, on va dire, de rattrapage qui a été prévu dans la législation. Donc, pour les cas où l'affection, la pathologie rentre dans un tableau, hein, si on est toujours sur notre exemple du cancer de vessie et de l'exposition aux amines aromatiques, par contre, il va y avoir un des critères qui ne va pas être rempli, c'est-à-dire que le délai de prise en charge, par exemple, va être dépassé, hein, c'est-à-dire que là, il y avait 30 ans, vous vous rappelez, qui était prévu dans le tableau. Ben, finalement, quand l'instruction va être terminée, on se rend compte qu'il s'est passé 35 ans entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale. Donc, ça peut être une des raisons. Il peut y avoir aussi la durée d'exposition qui est insuffisante si on prévoit 5 ans d'exposition et que le patient a été exposé uniquement 1 an. Donc, ça va rentrer dans ce système de rattrapage vers ce comité régional. Et la dernière option pour les maladies qui ont des tableaux de maladies professionnelles, c'est la liste limitative. Donc, vous voyez que ce n'était pas le cas pour le cancer de vessie tout à l'heure, puisque c'était une liste indicative. Mais lorsqu'il y a une liste limitative des travaux, si l'assuré a bien la pathologie, a eu une exposition professionnelle, mais que finalement les travaux auxquels ils ont été exposés ne rentrent pas dans cette liste limitative, le dossier peut être aussi envoyé à ce comité. Donc ce comité, en fait, donc, il est régional. Il est composé de 3 médecins, donc un praticien hospitalier, un médecin inspecteur du travail ou par délégation, ça peut être aussi un médecin du travail qui est inscrit sur une liste établie par l'ARS, et également le médecin conseil régional qui souvent est remplacé par un médecin conseil qui le représente et qui a des compétences, qui a une formation particulière sur les maladies professionnelles. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du système, donc c'est l'alinéa 6, c'est le système transversal que vous voyez là dans le petit schéma de droite. Donc, vous voyez, conditions du tableau non rempli. Donc, c'est une première raison pour que ça aille à ce comité régional. Et ensuite, il y a également donc, des dossiers qui sont adressés au comité régional, donc en ce qu'on appelle l'alinéa 6, ce sont toutes les maladies qui sont hors tableau, c'est-à-dire que soit c'est une pathologie qui est absolument pas présente dans aucun des tableaux, soit c'est que la pathologie va être présente, mais en fait, il n'y a pas eu d'exposition du tout retrouvée à l'agent qui est prévu dans ce tableau-là. Je vous donne un exemple, ça peut être un cancer bronchopulmonaire, mais finalement, il n'y a pas eu du tout d'exposition à l'amiante. Donc, on va rechercher d'autres expositions professionnelles et on va interroger ce comité pour savoir s'il peut y avoir également un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Juste pour vous illustrer, donc, pour les alinéas 6, donc les demandes de maladies professionnelles qui rentrent dans un tableau et qui sont dirigées vers ce comité régional. Donc, ce qu'on a le plus souvent dans notre comité, ça va être le tableau qui est lié à l'exposition à l'amiante. Donc, on vous a parlé tout à l'heure. Donc, ça va être les tableaux 30 et 30 bis et maintenant 30 terres. Tout ce qui est en rapport avec l'inhalation des poussières d'amiante, c'est la troisième cause, le troisième motif de transmission de dossiers à notre comité régional. Hein, donc, vous voyez, donc je regardais dans notre bilan de 2023 pour vous donner un ordre d'idée. Il y a eu 45 dossiers qui ont été soumis sur l'année 2023 dans ce cadre-là, et ça a donné lieu à 80%, dans 80% des cas, à un avis favorable. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment un système de rattrapage qui est prévu par le législateur pour pas que les critères du tableau soient trop rigides. Pour ce qui est des alinéas 7, donc, ça peut être, comme je disais, toutes les pathologies qu'on ne retrouve pas dans les tableaux, mais ça peut être, j'ai pris l'exemple, j'ai retrouvé dans nos dossiers récents, un cas qui nous avait été soumis pour un cancer de vessie, donc chez un ouvrier monteur-soudeur, chez qui il n'avait pas été retrouvé d'exposition à l'amiante, mais par contre une exposition à des fumées de soudage qui contenaient donc des HAP. Donc ça, c'est l'ingénieur conseil. Hein. Il y a un ingénieur conseil qui, sur les dossiers de cancer, nous apporte son éclairage, il ne siège pas au comité, c'est-à-dire qu'il n'a pas une voix décisionnaire pour le dossier, mais il va apporter un éclairage sur l'exposition par rapport aux entreprises
dans lequel l'assuré a travaillé. Et donc, dans ce cas-là, il nous a apporté cet éclairage des fumées de soudage. Alors, c'est un dossier qui n'a pas été reconnu parce que, par ailleurs, ce patient-là avait un tabagisme actif à 40 paquets années. Et contrairement aux maladies professionnelles qui rentrent dans les tableaux et ils nous sont soumis dans cet fameux système d'alinéa 6, où là, on va simplement étudier est-ce qu'il peut y avoir en fait un rapport, un lien direct entre la pathologie qui est déclarée et les expositions professionnelles qui ont été documentées. Dès qu'on passe en hors tableau, là va se rajouter un critère supplémentaire qui est le critère en fait des expositions extra-professionnelles. Parce que là, en fait, le comité va avoir à répondre à la question suivante. Est-ce qu'il existe un lien direct et essentiel? Et vous voyez que c'est ce essentiel qui va faire toute la différence, en fait, et qui va faire que le comité va mettre en balance, en fait, les expositions professionnelles et leur intensité. On va les mettre en balance, en fait, avec tout ce qui est exposition extra-professionnelle. Et pour le dossier, l'exemple que je vous prenais, le tabagisme ayant été quand même à 40 paquets années, ayant été une exposition, on va dire, forte, le comité a considéré que finalement, on pouvait établir un lien direct, mais pas le lien essentiel, parce qu'il y avait ce facteur extra-professionnel qui était important. Donc voilà, pour vous illustrer un petit peu les deux cas, les deux groupes les groupes de dossiers qui sont soumis à ce comité régional. Merci Michel. Juste là, je vous ai montré un exemple aussi pour revenir sur le site du Cystopaca, si vous avez une situation de travail. Il y a aussi quelques situations de travail, alors on n'est pas du tout exhaustif, mais voilà, on a mis quelques situations de travail pour lesquelles il y avait des expositions à risque et il n'y avait pas forcément de tableau. Mais là, voilà, il y a l'étude qui est faite par le CDRMP. Mais voilà, vous pouvez aussi trouver des informations s'il n'y a pas de tableau. Voilà, sur les recours possibles, quelques mots rapidement, peut-être pareil, Michel. Pour vous dire qu'il y a en fonction du motif de rejet, bien sûr, il y a des recours qui sont différents. Quand ce sont des motifs d'un ordre purement administratif, il va y avoir un recours qui va être administratif en commission de recours amiable et ensuite au tribunal administratif. Par contre, quand ce sont des rejets pour motif médical, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, un désaccord sur le diagnostic, le recours là, va passer par la commission médicale de recours amiable et ensuite, si la commission ne donne pas raison à l'assuré, il peut, ou à l'employeur d'ailleurs aussi, il peut poursuivre ensuite au tribunal judiciaire. Voilà, donc c'est vraiment fonction du type de rejet qui a été notifié au patient. Donc, on va finaliser notre petit cas clinique. Donc, effectivement, vous conseillez à Monsieur V de déclarer son cancer de la vessie. Donc, le médecin remplit le certificat médical initial. Le patient envoie sa demande de reconnaissance. Et là, voilà, on voulait vous soumettre 2 questions pour voir si vous avez bien suivi. Peut-on déclarer une maladie professionnelle pour un patient retraité? Donc, Milena, je te laisse envoyer. Donc, voilà, je vous remercie de répondre à la question. Alors, des fois, il y a un petit décalage. Cette fois-ci, ça fonctionne. On va considérer qu'ils ont plutôt bien suivi. Donc, oui, effectivement, c'est possible, hein, bien sûr. Et peut-on déclarer un cancer de la vessie en maladie professionnelle pour un patient fumeur? Alors, Ok. il s'agissait de la bonne réponse. Donc, effectivement, oui, c'est possible, et notamment si sa pathologie rentre dans le tableau dans tous les critères des tableaux de maladie professionnelle, il y a le principe de présomption d'origine qui va rentrer en compte et du coup, pas l'étude. Voilà, l'étude de ces facteurs extra-professionnels ne seront pas pris en compte. Voilà, quelques mots aussi, on voulait vous parler de ça, parce qu'effectivement, ces questions-là peuvent vous être posées par les patients.
voilà, sur les prises en charge financières avant guérison ou consolidation ou après guérison ou consolidation. Pareil, je te laisse du coup la parole, Michel, sur ces points-là. Oui, donc donc si la maladie pousselle est reconnue, hein, bien sûr, donc avant qu'elle soit guérie ou consolidée, donc en général quand c'est des cancers, ils sont plutôt consolidés. Le patient va voir ses indemnités journalières dans prise en charge en accident de travail ou en maladie professionnelle, et elles seront mieux valorisées qu'en maladie, comme on vous a montré dans le tableau là, en début de webinaire. Il faut savoir que pendant toute la période de reconnaissance, qui va être quand même assez longue, je crois qu'il y a une diapo un petit peu plus loin, mais ça va durer au minimum 4 mois. Et si le dossier va au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, donc ça va durer 4 mois supplémentaires. Vous voyez que donc ça peut aller jusqu'à 8 mois d'instruction pour ces dossiers de demande de maladies professionnelles. Donc pendant cette période-là, les indemnités journalières seront provisionnées en maladie par la caisse assurance maladie, et ensuite la régularisation se fera si la maladie pousselle est reconnue. Et donc ce qui est important que vous sachiez, si c'est vous qui êtes amené à faire les prescriptions d'arrêt de travail, c'est qu'il faut bien cocher en rapport avec la maladie professionnelle, y compris pendant toute la période de l'instruction. Parce que si la maladie pousselle est reconnue, à ce moment-là, la caisse primaire va régulariser en fonction de ce que vous aurez coché. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la maladie professionnelle, elle n'a pas les motifs d'arrêt de travail. Donc, elle va se fier à ce que vous avez coché. Donc, si vous n'avez pas coché que c'était un rapport avec la maladie professionnelle, elle ne pourra pas faire la distinction après coup de ce qu'elle doit rattacher, de ce qu'elle ne doit pas rattacher. Donc, voilà, pendant toute la période d'instruction, même si c'est long, donc veillez à bien cocher en rapport avec la maladie professionnelle. Comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir remonter après nous à 2 ans avant la date de la demande. Donc là, c'est le service médical qui va, s'il y avait des arrêts de travail qui étaient prescrits avant la déclaration de maladie professionnelle, c'est le service médical qui va indiquer à la caisse primaire les périodes qu'elle doit régulariser sur la maladie professionnelle, et on peut aller au maximum à 2 ans par rapport à la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle. Il y a également une prise en charge à 100% avec dispense d'avance de frais, donc des soins médicaux et chirurgicaux, d'analyse médicale, de pharmacie, enfin, tout ce qui est sur la diapo celle-là. Et après la guérison et la consolidation, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut savoir que la consolidation, elle est proposée lorsque l'état médical est déstabilisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stabiliser? Là, pour les cancers, c'est voilà, un peu particulier. C'est-à-dire qu'on considère que la pathologie ne peut plus s'améliorer de façon significative, y compris avec un traitement curatif. Une particularité également, ce sont pour les patients qui sont retraités, hein, parce qu'on a quand même énormément de demandes qui sont faites pour des patients qui sont en fin de carrière ou qui sont déjà retraités. Donc là, il faut savoir que pour ces patients-là, dès que la reconnaissance va être prononcée, on va faire une consolidation immédiatement. Pourquoi? En fait, pour pouvoir leur faire verser leur rente sans attendre. Et souvent, d'ailleurs, cette consolidation, on l'a fait à la date même du certificat initial. Vous voyez, pour faire remonter la rente de façon un petit peu le plus près possible de la déclaration pour les favoriser. Hein, donc, soyez pas étonnés si vous avez des patients qui sont retraités et qui vous disent « Ah ben, je comprends pas, je viens juste d'être reconnu, on m'a déjà consolidé. » Voilà, c'est vraiment dans le but de leur verser leur rente le plus tôt possible. La rente, c'est la ligne du dessous, c'est l'incapacité permanente donc à la suite de la maladie professionnelle. Donc, elle est prononcée par le médecin conseil qui se base par rapport à un barème d'incapacité permanente en maladie professionnelle. En matière de cancer, ça va en général être des rentes qui sont assez élevées. Donc, de l'ordre de la rente, ça va être forcément plus de 10%. Et donc, ça va, vous voyez que pour les IP qui sont inférieurs à 10%, ça va être versé sous la forme d'un capital, donc versé en une seule fois. Lorsqu'on est à 10% et plus, ça va être versé sous forme de rente, donc rente mensuelle si c'est à moins de 50%, ou trimestrielle, pardon, si c'est à moins de 50%, ou mensuelle si c'est à plus de 50%. Et le plus souvent, pour les cancers, ça va être des taux qui sont importants, au minimum de l'ordre de 67%, hein, pour la plupart des cancers que nous avons à instruire. Et il faut savoir que cette rente, en fait, elle va venir se cumuler en fait aux revenus
que le patient va avoir par ailleurs. C'est-à-dire que si c'est un patient qui est encore actif, cette rente, elle va venir se cumuler au salaire qu'il peut avoir par ailleurs. Et si c'est un patient qui est déjà retraité, cette rente, elle va venir se cumuler à la pension de retraite qui lui est déjà versée. Et cette rente, elle va lui être versée jusqu'à son décès. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il y a de faire ces demandes-là, y compris pour les patients retraités. Merci. Merci. Donc là, voilà, globalement, on a fait un peu le tour. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer assez simplement voilà, comment accompagner, comment repérer, comment accompagner votre patient dans la déclaration de maladie professionnelle. Juste avant, donc on voulait vous faire part voilà, de différents exemples, même si vous en avez déjà parlé, de cancers d'origine professionnelle qui ne font pas partie des tableaux de maladies professionnelles. Michel, si tu veux redire du coup voilà, certains exemples, si tu avais en tête. Voilà, c'était un exemple là, d'un lymphome non-Hodgkinien en rapport à une exposition au 1,3-butadiène. Donc, il n'y a pas en fait de tableau par rapport à ce cas-là. Donc, ça, c'est un dossier qui nous avait été soumis. Donc, nous, en fait, ce qu'on va s'attacher à rechercher dans ces cas-là, c'est que dit la littérature, en fait. Que dit la littérature scientifique. En général, on se fie beaucoup à la classification du CIRC parce qu'elle est très à jour. Et donc là, on va s'attacher à regarder par rapport à la pathologie qui est déclarée, si les agents cancérogènes auxquels le patient a été exposé ont des indications suffisantes en fait dans la littérature pour pouvoir mettre en lien. Et c'était le cas pour l'exposition au 1,3-butadiène pour les lymphomes non-Hodgkiniens. C'est pour ça que ce dossier-là avait été reconnu. C'était pour un assuré qui travaillait dans l'industrie du caoutchouc. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres exemples. Par exemple, ça peut être aussi le cas du myélome multiple, pour lequel le CIRC reconnaît le 1,3-butadiène comme agent cancérogène avec indication suffisante. Voilà. Donc nous, vraiment, dans ce comité, on va vraiment faire la revue de la littérature pour ces cas pour lesquels il n'y a pas encore, parce que souvent, on a vu beaucoup de cancers pour lesquels les tableaux ont été rajoutés au fil des ans. Et donc, pour les pathologies pour lesquelles, pour l'instant, en tout cas, il n'existe pas de tableau. C'est le rôle de ce comité. Et comme je dis tout à l'heure, donc on va rechercher le lien direct et essentiel. Je dis tout à l'heure, le lien essentiel, c'est quoi? C'est de voir quelles sont les expositions qui sont extra-professionnelles et le poids qu'elles ont par rapport aux expositions professionnelles. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette diapo. Peut-être juste, il y a quelques remarques du coup dans le fil de conversation, peut-être qu'on peut en parler, sur notamment effectivement sur le cumul d'une rente IPP et avec une pension d'invalidité pour du coup un patient actif. Oui, c'est possible en fait. C'est par rapport, effectivement, pour avoir un patient. Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, la rente, l'assuré est en invalidité. Il y a une demande qui est faite de maladie professionnelle, il y a une rente d'IP qui est attribuée. Si, en fait, l'invalidité, elle avait été attribuée exactement pour la même pathologie qui a fait l'objet ensuite de la fixation d'une rente, cette invalidité, on va la supprimer, en fait. Par exemple, l'assuré avait un cancer bronchopulmonaire, on l'a mis en invalidité et ensuite, secondairement, il est reconnu en maladie professionnelle et il a une rente qui va entre 67% et 100% par rapport au barème. Bon, s'il y avait uniquement le cancer d'invalidité, il va toucher sa rente, mais on va supprimer l'invalidité. Par contre, s'il avait une invalidité qui comprenait en fait plusieurs, parce que l'invalidité, c'est un état global en fait. Donc, si l'invalidité en fait comprenait plusieurs pathologies, c'est-à-dire la pathologie reconnue en maladie professionnelle, mais il y avait d'autres pathologies en plus de celle-là, à ce moment-là, en fait, on lui laissera son invalidité. Il y aura une régularisation qui se fera en fait entre la rente qu'il va percevoir et la pension d'invalidité par ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va informer le service administratif qu'on attribue une rente de, mettons, 80%, mais que cette rente, en fait, elle était déjà prise en compte par l'invalidité qui avait déjà été attribuée, et c'est au niveau administratif que vont se faire en fait des ajustements. Merci Michel. Du coup, je pense que ça a été répondu. Est-ce qu'il y avait une autre il n'y avait pas d'autre. On va continuer, puis on gardera un temps d'échange pour les différentes remarques et les différentes questions. Voilà, juste un petit zoom sur certaines
Là, je voulais faire un petit zoom sur le cancer de la prostate et exposition aux pesticides, puisque c'est un des derniers tableaux de maladies professionnelles qui a été créé, donc à la fois pour le régime général, mais aussi pour le régime agricole. C'est un résultat de longues années d'attente et de négociations qui provient notamment de la problématique des cancers de la prostate et l'exposition au chlordécone, qui était utilisé dans les Antilles. Et voilà, la création de ce tableau-là, elle permet de faciliter quand même les possibilités d'accompagnement des travailleurs qui ont été exposés aux pesticides. Voilà, c'est un tableau, je pense, important à connaître. Là, je vous ai mis les critères de tableau. Vous pouvez les retrouver aussi sur le site du CIFTE PACA. Voilà, donc c'est à la fois sur un régime général et un régime agricole. Donc là aussi, il y a une durée d'exposition minimum de 10 ans, un délai de prise en charge de 40 ans. Et voilà, c'est des travaux qui comportent une exposition aux pesticides, c'est assez large. C'est pour vous montrer aussi que ces tableaux-là, voilà, quand ils sont créés, ça améliore les demandes de déclaration, puisqu'avant 2020, il n'y avait quasiment pas de demande de reconnaissance. Et puis voilà, entre 2020 et 2023, vous pouvez voir qu'il y a plus de 500 déclarations qui ont été faites sur les cancers de la prostate et exposition aux pesticides. Et il y a aussi en parallèle un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé et voilà, qui prend le relais, en tout cas, si je dis des bêtises, Michel, dis-moi, mais qui prend le relais dans le cadre des régimes agricoles. Oui, oui, tout à fait. On leur transmet, en fait, Mm. dès qu'il est établi qu'en fait, il y a une exposition aux pesticides, même s'il y a eu d'autres expositions à côté, hein, les pesticides on va dire, vont être choisis préférentiellement. Et donc, on va soumettre le dossier à ce fonds de pesticides qui va nous dire, ben, oui, effectivement, ça relève de nous. Ou parfois, il y a des dossiers qui nous renvoient en disant, non, mais on a étudié notre partie. Pour nous, c'est pas avéré. Donc, ben, on vous laisse reprendre l'instruction du dossier quand ce sont des polyexpositions. Mais effectivement, on envoie régulièrement des dossiers à ce fonds. Voilà, quelques exemples de tableaux récents aussi qui ont été créés, mais je vais laisser la parole, mais vous en avez parlé peut-être, docteur Brun, sur le trichloroéthylène, cancer de l'ovaire et du larynx sur l'exposition à l'amiante, et la silice cristalline et cancer du poumon, pardon. Est-ce que vous voulez rajouter quelques exemples ou des précisions? Non, non, non. Je pense que on avait pas Voilà. mal dit sur la précédente diapositive. Juste Virginie, si tu permets, Oui. simplement pour dire que les tableaux, en fait, sont quelque chose, c'est très évolutif. Hein, c'est quelque chose ça change en fait très fréquemment. Je regardais en fait 2021, donc il crée le tableau 101, donc celui que tu cites là pour le trichloroéthylène. 2022, donc il crée le tableau sur le cancer de la prostate et des pesticides. 2023, ils mettent à jour le tableau 30 terre pour le cancer primitif du larynx et de l'ovaire. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est que en fait, donc à un moment, les pathologies ne font pas partie de tableau. Les données de la littérature scientifique vont s'enrichir, vont modifier. Il va y avoir les négociations qui vont se faire entre les partenaires sociaux et les tableaux vont être créés ou s'il existait déjà un tableau pour les mêmes expositions, vont être enrichis. Hein, donc le système des tableaux de maladies professionnelles sont extrêmement en fait c'est quelque chose de très vivant. Hein, on peut pas, c'est pour ça que c'est important d'aller consulter les sites hein, comme le site PACA ou l'INRS parce qu'il y a vraiment des modifications et des nouveaux tableaux de façon très régulière. Merci. Donc là, juste, voilà, on a créé ce schéma-là pour un peu récapituler nos propos et pour vous montrer un peu de façon chronologique et simplifiée le parcours d'une déclaration en maladie professionnelle et notamment d'un cancer. Donc là, vous voyez effectivement, ça commence dès le diagnostic d'un cancer. Donc là, c'est important de poser des questions de façon systématique sur voilà, les expositions professionnelles de vos patients, d'essayer de faire un lien éventuel entre ce cancer et des expositions professionnelles. Si c'est un cas complexe, n'hésitez pas à l'orienter soit vers le médecin du travail s'il est en activité ou le CRPPE. S'il n'a pas d'activité ou s'il est à la retraite, vous pouvez l'orienter vers le CRPPE. Pour rappel, c'est le Centre régional de pathologie professionnelle et environnementale. Donc là, après, le médecin remplit le certificat médical initial et le patient qui remplit de son côté le formulaire de déclaration de maladie professionnelle et il envoie les examens complémentaires si besoin est si demandé dans les tableaux. Ensuite, voilà, une fois que le dossier est complet, il va être instruit par les caisses de sécurité sociale et vous avez un délai du coup de 4 mois maximum si voilà, tous les critères du tableau sont remplis.
Et il y a un délai de 4 mois supplémentaires s'il y a l'étude du C2RMP. Voilà, et pour vous montrer, et notamment sur les cancers, que c'est important de pouvoir accompagner votre patient dans toutes ces démarches-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de ressources pour votre patient. Donc effectivement, on souhaitait notamment ce webinaire-là qui soit destiné aux professionnels qui travaillent dans les établissements en charge de traiter le cancer. Donc voilà, que ce ne soit pas que les professionnels de santé, médecins généralistes, oncologues, mais aussi voilà, les infirmiers, les assistants, qui ont vraiment un rôle à jouer dans ce parcours de déclaration en maladie professionnelle pour accompagner le patient. Donc voilà, comme je vous le disais, l'accompagnement du patient est essentiel. Voilà, pour plusieurs raisons, démarches administratives complexes, en plus de leur cancer, et les ressources pour le patient. Voilà, je vous en ai mis un certain nombre. Il y a bien sûr le médecin du travail au CRPPE lorsque c'est des cas complexes, le médecin traitant spécialiste, le médecin conseil de l'assurance maladie qui peut être en lien avec les médecins traitants et spécialistes. On a mis du coup assistante sociale et infirmier du dispositif d'annonce, donc ça nous paraît important que vous puissiez accompagner votre patient dans cette déclaration, dans ce repérage des en déclaration maladie professionnelle. Il y a tout un tissu associatif aussi qui peut aider votre patient, notamment, notamment dans le cadre des expositions de pesticides. Il y a une association qui s'appelle Phytovictimes. En PACA, il y a le GISCOP 84 qui est basé du coup dans le Vaucluse à Avignon, qui est un groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle et environnementale, qui va pouvoir accompagner votre patient sur certains cancers. Et il y a aussi les fonds d'indemnisation des victimes, notamment de l'amiante et des pesticides. Voilà, il y a un certain nombre de ressources vers lesquelles vous pouvez orienter votre patient. À noter aussi, c'est important puisque voilà, en fonction du statut de votre patient, il n'y aura pas forcément les mêmes démarches, le même parcours. Voilà, il y a des systèmes de tableaux dans le régime général, pour la MSA. Pour les agents de la fonction publique, il en existe, mais c'est un autre circuit de déclaration, parce que ce n'est pas l'assurance maladie, mais ça va être le conseil médical. Mais voilà, c'est aussi possible. Pour ce qui concerne les travailleurs indépendants, à noter qu'ils ne sont pas assurés systématiquement sur le risque des cancers, des accidents du travail et maladies professionnelles, mais ils ont eu la possibilité de souscrire une assurance volontaire pour ce risque-là, AT-MP. Donc voilà, il faut qu'ils souscrivent cette assurance volontaire auprès de l'assurance maladie. C'est quand même important de retracer l'historique professionnel, puisque je vous ai, juste pour citer un exemple d'une travailleuse indépendante, voilà, par exemple, qui a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire. Et en l'interrogeant, vous constatez qu'elle a travaillé, avant son travail libéral, 20 ans en tant que salariée et pendant 10 ans au contact de l'amiante. Donc là, voilà, pensez que c'est possible de faire une déclaration de maladie professionnelle, même pour les travailleurs indépendants, ils ont pu avoir des activités salariales. Voilà, et donc son origine de cancer de l'ovaire pourrait être liée du coup à son activité salariée il y a 20 ans. Voilà, donc c'est important de retracer l'historique professionnel de vos patients. Les points clés, après, on dédiera un petit temps d'échange. Juste pour finaliser, donc voilà, nos messages clés de ce webinaire, c'est que face à tout cancer, pensez à interroger de façon systématique votre patient sur ses expositions professionnelles actuelles et passées. Il y a des intérêts individuels et collectifs dans cette déclaration maladie professionnelle. La déclaration de maladie professionnelle, donc il y a l'existence de ces systèmes de tableaux de maladie professionnelle qui permet la présomption d'origine qui ne prend pas en compte si tous les critères sont remplis de ces facteurs des facteurs extra-professionnels, mais il y a aussi la possibilité de déclarer une maladie professionnelle hors tableau, qui sera du coup étudiée par le C2RMP. Voilà, et donc l'accompagnement, encore une fois, de votre patient, elle est semble-t-il, essentielle, et notamment dans le cas des cancers. Voilà, juste je profite parce que voilà, les personnes qui ont déjà assisté au module 1 qui concernait sur le maintien en emploi des personnes atteintes d'un cancer. Donc effectivement, là aussi, sur le site du CISTE-PACA, vous avez des ressources et des informations disponibles sur les acteurs du maintien en emploi. Voilà, on a créé un outil d'information simplifié sur cette thématique-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir le site du CISTE-PACA pour plus d'informations sur les questionnements de maintien en emploi des personnes atteintes d'un cancer et la prévention de la désinsertion professionnelle de ces patients-là. Et voilà. Je vous ai remis aussi la fiche qui récapitule en gros ce qu'on s'est dit aussi lors de ce webinaire-là.
Vous allez, donc, il y aura le replay, il y aura aussi le support de formation. Donc là, c'est pour aller un peu plus loin si vous voulez aller un peu plus loin sur cette thématique-là. Euh, et voilà. Et pour vous dire aussi qu'on va développer un MOOC cancer et travail qui sera accessible du coup avant l'été 2025 et on reprend les deux thématiques. Donc à la fois sur le maintien en emploi des personnes atteintes d'un cancer, mais aussi sur voilà, les aides au repérage et à la déclaration d'un cancer d'origine professionnelle qui seront du coup compris dans ce MOOC cancer et travail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va peut-être, avant de finaliser, on va peut-être laisser un temps d'échange. Ouais. Donc, on vous invite Ok. effectivement à poser vos questions. Donc, je lis. En attendant, ouais. Donc, merci pour la mise à jour des chiffres, effectivement, sur les cancers d'origine professionnelle. Ça a évolué, ces chiffres-là. Une sous-estimation qui est beaucoup plus importante. Et la priorisation des pesticides dans l'instruction des expositions subies par les malades induit des situations de déni d'accès aux droits, les autres expositions n'étant souvent plus considérées, pardon. Effectivement. Alors, juste pour répondre à ça, Oui. en fait, on transmet le dossier au fond des pesticides, mais s'ils se rendent compte finalement ça va pas, ça va pas aboutir chez eux et qu'il y a une polyexposition, en général, ils nous le renvoient pour que nous on l'instruise, on le passe dans notre comité. Normalement, la polyexposition va être prise en compte. N'hésitez pas à poser vos questions, même un retour dans l'onglet, c'est fait exprès. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont pas accès à l'onglet conversation, mais vous avez éventuellement aussi accès à l'onglet QR, hein. J'ai vu qu'on a résolu des petits problèmes techniques tout à l'heure, mais n'hésitez pas, partagez vos retours, ce qui a été dit dans les slides précédentes. Si après il n'y a pas de questions et que c'était limpide, c'est tant mieux, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Passer juste mettre la slide, oui. Peut-être le temps de vous laisser poser vos questions. On vous met ici un petit QR code pour évaluer votre satisfaction de ce module 2 et proposer des pistes d'amélioration si vous en avez. Alors, on vous invite à le scanner, hein, si jamais on vous le renverra aussi par mail, mais voilà. L'idée, c'est d'avoir vos retours à chaud de ce webinaire. Et nous, on vous a mis aussi également nos contacts. J'ai mis les miens essentiellement pour la partie administrative, si vous avez besoin d'attestation de présence ou autre, et d'autres questions, bien sûr, concernant les supports. Et pour l'aspect expertise, ça sera du côté Siste PACA. Et du coup, j'en profite également pour remercier les intervenantes qui ont partagé, qui ont participé à la conception de ce deuxième module. Merci à vous pour votre expertise. Je crois que nous avons une question. Non, juste merci beaucoup pour ces informations. Merci pour ce retour. On vous laisse éventuellement encore un petit temps pour poser vos questions, mais s'il n'y en a pas, nous pouvons conclure, hein, du coup, hein, Virginie, ce webinaire s'il n'y a pas plus de questions. On vous remercie pour votre participation, pour avoir assisté à ce second module. Il sera, donc on l'a dit, en replay d'ici une semaine à 15 jours, le temps de faire l'export. Voilà. Virginie, je t'ai pas de... Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas. Merci à tout le monde et puis principalement du coup, aux intervenantes. Merci pour vos interventions. Et puis voilà, encore une fois, si vous n'hésitez pas à poser des questions et à aller voir du coup si vous voulez voir le site du Siste PACA pour trouver certaines informations. Merci beaucoup d'être intervenu. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon après-midi. Au revoir. À vous aussi. Merci, bon après-midi.